avancer. Ça ne sert à rien de parler de Wade. Wade est parti. Il a fait des choses, il est parti. Sa responsabilité est engagée, n'est pas engagée. En réalité, au Sénégal, le président de la République est irresponsable de tout. Parce qu'il ne peut être jugé qu'en cas de haute trahison. Alors la haute trahison, c'est un concept valise où tu peux tout mettre. Absolument. Parce que nulle dans part, ce cas, on peut parler valablement de haute trahison. Nulle part dans la loi, il est décrit ce que c'est qu'une haute trahison. Et c'est la même chose pour l'obligation de réserve. Le devoir de réserve. Nulle part dans la loi, il est décrit qu'est-ce que c'est que le devoir de réserve et quelle est la peine encourue en cas de violation, de transgression de cette obligation de réserve. Mais pourquoi les gens s'en émeuvent? Parce que tous les jours, on lit dans la presse des choses qui sont censées se passer dans l'administration, que nous retrouvons dans la presse tous les matins, que nous lisons et que nous analysons tous les jours, et ça ne nous dérange pas. Alors que les mêmes administrateurs, au même titre que le colonel Ndao, sont soumis au devoir et à l'obligation de réserve. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas s'empresser, à mon avis. Il faut avoir la lucidité d'analyser cet ouvrage-là tranquillement et de remettre les faits sur la table. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut convoquer Abdoulaye Wade, je suis d'accord, il faut convoquer Abdoulaye Wade. Mais qu'est-ce que le colonel dit sur l'affaire Maître Sey? Il dit que les aveux ont été obtenus après torture. Et donc, ça n'a aucune valeur juridique. Et ce qui a quelque peu disculpé les mises en cause de l'époque, dont l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, chef de l'opposition de l'époque. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre historicité contemporaine? En réalité, on ne sait pas. Et au lieu d'aller chercher cette vérité-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut punir le colonel Ndao. Non, il n'avait pas le droit de parler. Non, c'est un officier. Non, c'est sensible. Ça va démoraliser les troupes. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse démoraliser. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu la presse, un capitaine de la gendarmerie à la retraite qui lui a apporté son soutien et qui faisait un beau témoignage sur le colonel Ndao. Donc, je pense qu'au Sénégal, il y a des gens de bien, des gens de valeur, comme aussi il y a des gens moins bien et qui ont moins de valeur. Oui. Karim, faut-il brûler l'armée sénégalaise? Non, non, l'armée qui est une référence dans la sous-région, dans le monde. Non, du tout. Et d'ailleurs, pour, disons, aller dans le même sens que Pierre tout à l'heure, effectivement, il y a eu un faisceau d'indices qu'on peut relever à travers, en fait, la lecture de ces deux ouvrages qui ont fait état, effectivement, de frustration, d'attitude vexante à l'égard quand même d'un militaire de haut rang qui a pu, vraiment sur les champs d'honneur et autres, montrer combien il tenait un peu à ce patriotisme et autres. Ça, on n'en disconvient pas. Seulement, ce sont les débordements, disons, collatéraux de cet exercice-là, en fait, qui conduisent un peu à cette attitude de méfiance. Un peu. Quelque part, on se dit que tout ça pour ça, en fait. Parce que de toute façon, il faudra véritablement clarifier cette affaire. Ça, c'est clair, parce que les acteurs sont identifiés, on peut y aller à fond. Seulement, il faudrait ne pas perdre de vue un aspect. On a parlé quelque part, oui, de l'utilisation des fonds, de l'argent qui a été donné à des rebelles et autres. Mais il faudrait aussi que les gens fassent attention. On parle de 200 millions. On parle de 200 millions, mais ça peut même être 1 milliard. Et convoyé par les neveux du général Fall. Oui, bon, en fait, là, c'est un autre problème. Effectivement, peut-être, disons, la commission d'enquête, en tout cas, les gens qui vont travailler sur le dossier vont nous édifier, peut-être, après, Inch'Allah. Mais en fait, le problème, c'est que si, éventuellement, l'argent venu du palais, on ne peut pas nier que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Les fonds spéciaux, ou fonds secrets, ou fonds politiques, comme on les appelle, ont existé, existent encore, existeront demain. Donc, de toute façon, il ne faudrait pas que les gens s'engagent sur de fausses pistes. Le colonel a parlé effectivement de faits avérés. Les protagonistes sont là. Attendons de voir ce que cela va donner. Mais si on parle de commission parlementaire, je ne suis pas sûr qu'on aille vers quelque chose de probant, de constructif. Oui. Surtout que, par rapport aux fonds dont on parle, vous savez, ce ne sont pas les fonds en tant que tels qui sont secrets. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est tenue secrète. Il ne faut pas que les gens se trompent. Il ne faut pas que les gens disent qu'il y a, comment on va dire, des fonds qui sont secrets et que le président peut en disposer comme il veut, il peut en faire ce qu'il veut, il peut même les brûler. On a entendu quelqu'un le dire ici dans la presse, il peut même les brûler. Non, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas cela. Il faut qu'on arrête avec ce genre de discours-là. L'utilisation qu'on fait des fonds qui peut être tenue secrète. Mais les fonds, c'est voté à l'Assemblée nationale, on en connaît le montant. Maintenant, il ne faut pas que
vous savez, cette histoire de la Casamance, elle est très sensible. Pourquoi? Parce que quelque part, on nous dit qu'on donne de l'argent à la rébellion. Cet argent était le prix à payer pour avoir la paix, parce que si nous laissons les gens désœuvrés, ils vont aller piller, ils vont se transformer en une bande armée, c'est du grand banditisme armé et tout. Donc, il faut les occuper, il y a eu des programmes qui ont été mis en place, et donc on donne de l'argent aux rebelles. Alors, ce que le colonel dit, c'est ce qu'il déplore, c'est moins le fait qu'on donne de l'argent aux rebelles, que le fait que cet argent ait été détourné ou ait fait l'objet de détournement à plusieurs niveaux. C'est ça qu'il déplore. Donc, il ne faut pas que les gens s'empressent de dire oui, nous donnons de l'argent aux rebelles. Et quelque part, moi, ça me pose problème. Parce que si je paye mes impôts pour faire tuer mes compatriotes, ça me pose un problème. À quel moment a-t-on décidé de donner de l'argent aux rebelles? À quoi était destiné cet argent-là maintenant que l'affaire est sur la place publique? Ce sont ces questions-là qu'il faut élucider. Hein? Donc, c'est pas le fait de dire oui, c'est des valises de 200 millions qu'on donnait par mois à la rébellion, tout ça. Non, c'est pourquoi on leur donnait. À quel moment a-t-on pris cette décision-là? Est-ce que c'est une tradition qui existe depuis les années 90 ou depuis les années 80? Pourquoi? Quel était l'objet de ces fonds-là, et à quel moment ces fonds ont-ils été détournés, et pourquoi sur la question de la Casamance on en est encore là aujourd'hui? C'est le plus vieux conflit de l'Afrique, s'il vous plaît, messieurs. Donc il faut que cette affaire soit traitée de manière responsable. Moi je pense que la question de la Casamance n'est plus une question politique ou une question d'idéologie depuis fort longtemps. Okay. Oui, messieurs, dernière question sur le sujet. Après la sortie de ce livre, est-ce que vous allez regarder maintenant l'armée, les corps militaires et paramilitaires avec le même œil? Mais absolument, absolument. En fait, on n'irait pas jusqu'à dire que c'est un épiphénomène. C'est quand même grave. Les faits relatés sont d'une gravité extraordinaire. Mais il est évident que l'armée reste encore une armée républicaine. Il y a des hommes de valeur dans cette armée, malgré quelques attitudes déplorables, et dont il faut effectivement élucider les tenants et les aboutissants. Au moins pour que quelque part, les gens puissent se dire, tiens, notre armée est restée la même, républicaine, disons toujours, en tout cas, avec la même réputation. Mais moi, ce qui me dérange dans cette affaire, en fait, c'est un peu les enjeux géostratégiques. Au-delà même de l'espace vraiment réduit de notre pays, comment la perception que les autres armées, que les autres Africains vont avoir notre armée. Parce qu'on a mis sur la place publique des choses qui devaient être tues, quelque part, même si d'autres disent que non, il faudrait véritablement aller jusqu'au bout de l'exposition. C'est un peu dommage. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Comment notre armée doit être vue à ce niveau-là? Moi, je ne pense pas que ça puisse porter atteinte à l'image de l'armée sénégalaise, hein, ou des forces armées sénégalaises. Pourquoi? Parce que vous savez, un colonel de la trempe du colonel Ndao, avec tous les honneurs qu'il a eus et avec toute l'expérience qu'il a magasinée dans les différentes missions des Nations Unies, dans un autre pays, un colonel comme ça, qui a un problème avec le système, il fait un coup d'État, où il bute le chef de l'État. Au Sénégal, il écrit un ouvrage. Et je pense que c'est une fort belle manière de témoigner de la dynamique de la démocratie sénégalaise. Et il ne faut pas justement que les hommes politiques de notre pays ternissent cette image, cette dynamique, ou tentent de mettre un coup de frein à cette dynamique démocratique en essayant de punir le colonel, ou en essayant d'user de certaines révélations du colonel pour régler des comptes. Parce que vous savez, on n'en parle plus depuis justement que l'ouvrage est sur la place publique. L'affaire Karim Wade est en cours, on n'en parle plus. Les APE ont été ratifiés, on n'en parle pas du tout. Alors que pour moi, ce sont des faits qui sont beaucoup plus graves que l'expression d'un colonel. C'est quoi, le livre nous détourne de l'essentiel? Le livre est en train, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, à qui profite cet ouvrage en réalité? Parce que la grande question pour l'État aujourd'hui, c'est de savoir comment sortir du bourbier Karim Wade. Parce que Karim Wade est un bourbier aujourd'hui pour l'État du Sénégal. Comment le système en place doit s'en départir? Comment régler définitivement cette question-là? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont embourbés dans cette histoire de traque de biens mal acquis, et que la principale instigatrice, ou on va dire la principale promotrice de cette traque des biens mal acquis n'est plus aujourd'hui dans le système. On sait qu'elle s'agite par-ci et par-là, et peut-être même qu'elle va mettre en place une fronde
au niveau de son parti, mais la question fondamentale aujourd'hui reste à savoir comment régler définitivement cette question de la crise et comment devons-nous faire pour régler la question du mandat du chef de l'État et arrêter de faire de la politique. Vous savez, Pierre-Edouard, vous me permettrez cette petite digression. Oui, au Sénégal, rapidement, au Sénégal, regardez le calendrier électoral. Nous avons eu les élections présidentielles de 2012. Nous avons eu par la suite l'élection législative. Nous avons eu l'élection communale. Nous allons forcément, et je le pense bien, si on ne piétine pas les textes, aller vers un référendum pour changer, si tant est qu'on veut vraiment changer, et dans les normes, le mandat du chef de l'État, et ensuite aller aux élections présidentielles de 2017. Ça va faire 5 élections en 5 ans. Mais quand, nom de Dieu, aurons-nous le temps de travailler? On n'aura fait que de la politique pendant 5 ans. Oui. 5 élections en 5 ans. 5 ans. Donc une élection par année. Voilà. Nous allons progresser un peu, Karim, avec l'IGE qui a déposé son rapport sur la table du président de la République. L'IGE qui dénonce la création tous azimuts de direction, la suppression d'agences, la répartition des services. Et selon l'IGE même, il y a des autorités qui ne savent même pas rédiger un courrier administratif. Ça vous inquiète, Karim? Mais absolument, absolument. Cela veut dire quelque part que véritablement à ce niveau-là, il n'y a pas de rupture. On assiste, disons, à la reconduction des mêmes travers. C'est dommage en fait, parce que quelque part, vous savez, le président Macky Sall a placé son mandat sous le signe d'une gouvernance sobre, vertueuse. C'est vrai qu'avec l'IGE, quelque part, il a de l'eau à mettre dans son moulin. Et véritablement, compte tenu de la réaction qu'il a eue en recevant le rapport, il lui-même constate qu'il y a effectivement des dysfonctionnements à divers niveaux. Le problème maintenant, c'est comment faire en sorte que cela s'arrête en fait définitivement. On ne peut pas continuer chaque fois à relever toujours les mêmes impairs et continuer aussi à véritablement vivre sous ce régime-là, sous le régime des malversations ou bien en tout cas des cas de mauvaise gestion ou de choses regrettables de ce point de vue-là. Maintenant, l'IGE, quelque part, a bien travaillé. Ils ont produit un rapport. Quelle utilisation sera faite de ce rapport-là? Voilà, c'est là tout le problème. Oui, ce sont les mêmes problèmes qu'on dénonce. Avez-vous envie de dire qu'on prend les mêmes tares et on recommence? En fait, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a tous les ans le vote de ce qu'on appelle le vote du budget, la loi de finances, les lois de finances rectificatives. Mais il y a une loi qui est moins connue, qu'on appelle la loi de règlement. Le rôle de la loi de règlement, c'est après le vote du budget et après l'exécution du budget, de dire où est parti chaque franc. On vous a alloué 6 milliards, vous avez dépensé ça pour ceci, ça pour cela, pour voir exactement comment le budget a été exécuté. Est-ce que les fonds ont été assez pourvus ou alors est-ce qu'on a voté un budget trop important pour les dépenses qui devaient être faites. Et cela devrait permettre de régler de manière définitive la question de l'exécution avant de pouvoir voter un autre budget. Mais vous savez quoi? Les lois de règlement sont en retard par rapport au budget auquel elles s'adressent. Aujourd'hui, les lois de règlement de 95-96 ont été réglées en 2007. Les lois de règlement des années 2000 ont été réglées en 2010. Et en 2014, on n'a même pas encore réglé les lois de règlement des 4 dernières années. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale vote un budget, mais ne va pas jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire l'Assemblée nationale ne vérifie pas l'utilisation qui est faite de notre budget, de notre argent. Alors, on attend les rapports de l'IGE. Pour moi, les rapports de l'IGE, c'est la fin de la chaîne. C'est le dernier maillon de la chaîne. Mais entre les deux, il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale, qui est là pour gérer les intérêts des populations que nous représentons, nous autres, et qui ne le fait pas convenablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une commission loi de règlement comme il y a une commission finance? Parce que c'est la commission finance qui doit s'en occuper, mais qui ne fait pas son travail. Donc, l'Assemblée nationale qui devrait jouer le contre-pouvoir, son rôle de régulateur ou on va dire
de superviseur ne fait pas son travail. Alors aujourd'hui, si vous détournez de l'argent du Sénégal en 2000, on ne s'en rendrait compte qu'en 2013 ou 2014 parce qu'il y a un retard sur la loi de règlement. Les faits sont probablement prescrits. Il y a un problème fondamental, c'est que nous ne savons même pas où nous allons. Nous votons des budgets, nous prenons de l'argent que nous dépensons, nous ne savons pas comment l'argent a été dépensé. On attend 10 ans, voire même 13 ans au plus fort pic du retard pour pouvoir savoir où est-ce que cet argent-là a été fait. En réalité, c'est du travail bâclé. Voilà. Maintenant, le rapport est sur la table du président. Quel usage faut-il en faire à votre avis? Le même usage qu'on devrait en faire. C'est-à-dire que le rapport, il faut tirer les leçons, voir les recommandations et les appliquer à la lettre. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a une série de recommandations dans tout rapport de l'IGE. Il faudrait que, pour cette fois-ci, le chef de l'État prenne la responsabilité de les appliquer à la lettre. Il y a aussi un autre fait, qui est peut-être un fait nouveau, qui dit que l'écriture administrative est à déplorer. Oui. Mais si un tel fait se présente, de deux choses l'une, problème parce que les administrateurs formés à bonne école ne sont pas à leur place. Si c'est le cas, il faudrait les remettre à leur place. Ou alors, la formation est déplorable et à ce moment-là, il faudrait peut-être se tourner du côté de l'ENAM. Mais tant que je sache, on ne peut pas d'une année à l'autre avoir une promotion qui arrive à un tel niveau de responsabilité pour produire des actes administratifs non conformes. Donc je pense que le problème, il est à trouver dans le choix des hommes. Il faudrait mettre les bonnes personnes à la bonne place. Oui, on a toujours loué la performance de l'administration sénégalaise. Oui. On en arrive là quand même. L'administration est en train de perdre sa superbe. D'ailleurs, parmi les incongruités qui ont été relevées, il y a le fait que des fonctionnaires ont été nommés à des postes alors qu'ils n'ont pas le profil. Il y a eu un audit, je crois, de la fonction publique l'année dernière. Ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu des résultats, certes. Mais de ce point de vue-là, le rapport est très clair. Il y a eu des cas avérés. Il faudrait que tout de suite, les gens puissent rétablir, en tout cas, les bons équilibres. Heureusement, quelque part, j'ai appris hier qu'au niveau de l'éducation, du secteur éducatif, il y avait eu, donc, disons, les cas de fraude qui ont été constatés et dont le ministre de l'Éducation a dit qu'il va faire en sorte que les responsabilités soient situées et qu'il a arrêté une promotion qui était, je crois, à 4 mois déjà. Quelque part, ce sont des actes comme ça, de courage, qui peuvent nous amener à comprendre, à croire en tout cas qu'on est dans la rupture qu'on prône. Parce qu'il faudrait véritablement donner un coup de massue à ces pratiques. Voilà. Monsieur, la Palestine est en train de souffrir des bombardements de l'armée israélienne. Donc plusieurs morts, on parle de plusieurs centaines de morts. Alors, la question qu'on se pose, Pierre Ahmed Ba, c'est où est la Oumma islamique? Avez-vous réponse à la question? Alors, moi je prendrais plutôt la question dans un autre sens avant peut-être de venir pour répondre à cette question-là, parce que je ne prends pas la question d'un point de vue religieux, mais plutôt d'un point de vue strictement humanitaire. Et je voudrais, avant de me prononcer, procéder à un éclaircissement sur les termes antisionisme et antisémite. Je ne suis ni antisémite ni antisioniste. Vous savez, l'antisionisme, c'est l'opposition à l'installation d'un État d'Israël. C'est peut-être un mot qui avait du sens dans les années 70 jusqu'au début des années 80, mais qui, pour moi, n'a plus un sens contemporain. Et puis, après, il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui est le fait de... La haine du juif. Voilà, la haine du juif. Donc, je n'ai pas de haine par rapport aux juifs, parce que, d'ailleurs, on n'a même pas la même historicité et on ne vit pas l'un à côté de l'autre. Donc, j'éprouve aucune sorte de haine pour la communauté juive. Donc, il faut comprendre mon discours dans ce sens-là, c'est que je trouve inhumain que la communauté internationale ne réagisse pas et que parce qu'il s'agit d'Israël et parce que quand on est opposé à la politique d'Israël, on nous traite d'antisémites ou d'antisionistes, les gens ne se prononcent. Je ne suis ni antisioniste ni antisémite, je suis un être humain qui ne peut pas accepter de voir tous les soirs à la télé des enfants mourir comme ça, tout simplement parce que la communauté internationale est muette. Je n'ai rien contre les juifs, je le répète, l'Holocauste a duré 12 ans, on parle de 30 000 à 50 000 morts. L'esclavage a duré combien d'années?
presque 150 millions de Noirs, on n'en parle jamais. Il faut qu'on arrête avec ce fonds de commerce israélien qui consiste à dire « Ah, vous nous haïssez » à partir du moment où on parle de leur politique. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique d'Ariel Sharon ou actuellement la politique de Benjamin Netanyahou qu'on est antisémite. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Poutine que je suis anti-russe. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Macky Sall que je suis anti-Macky. Ça n'a rien à voir. Du pape qu'on est anti-église. Oui, voilà, qu'on est anti-église. Oui. Nous sommes contre la politique de Benjamin Netanyahou qui consiste à aller à Gaza et à tuer des enfants. C'est aussi simple que ça. On est contre. Et je soutiens le peuple palestinien à ce niveau-là d'un point de vue purement humain. Oui. De toute évidence, la réaction d'Israël est disproportionnée. On ne peut pas comprendre qu'à la suite de l'assassinat peut-être de 2 ou 3 juifs étudiants, qu'on puisse aller véritablement massacrer des populations civiles et d'une manière véritablement, disons, qui sortent même de l'ordinaire. C'est extraordinaire. On se rend compte qu'il y a des gens qui se réfugient dans des endroits sous protection onusienne et qui sont bombardés. On l'a vu. Quelque part, Israël fait... on a l'impression que c'est une entreprise d'extermination. Absolument, ça c'est clair. Israël est en train de ça c'est clair. ce que Hitler a fait mais bien sûr. Bon, maintenant, disons, pour le cas de notre pays, le Sénégal, qui préside depuis près de 40 ans, depuis 1975 je crois, le Comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien, je pense qu'il y a quand même un message à donner. La voix du Sénégal peut porter, parce que quand même depuis presque 40 ans, on préside ce comité. Il faudrait aussi que cette posture, que cette fonction, que cette position serve à quelque chose. Il faudrait qu'on puisse, par le canal de l'OCI et autres, on me dira que oui, certains pays arabes sont frileux, ils sont les premiers à laisser faire, mais il faudrait au moins que notre voix porte. Oui, mais puisque la communauté internationale, il l'a dit tout à l'heure, soutient plus ou moins Israël, il ne reste une partie de la communauté internationale, peut-être les grandes puissances. Les grandes puissances. Voilà. Donc il ne reste qu'à la Palestine que la Oumma. Absolument. La Oumma ne fait rien. Justement, enfin, c'est dommage. La Oumma aurait dû être en première ligne de ce combat-là, parce que quelque part, ce qui se passe actuellement est affligeant. On est en train de vivre un véritable génocide. C'est grave. Bon, maintenant, heureusement qu'au Sénégal et dans d'autres pays, même en Europe, des gens sortent manifester. Le cas hier, ici à Dakar, où les gens sont sortis, c'est un premier pas. Mais il faudrait que nos autorités également puissent s'exprimer de manière très claire par rapport à la violation même du droit international. Oui, mais moi je pense que c'est une question... Il faut éviter, il faut arrêter, à mon avis, vous m'excuserez, mais il faut arrêter de parler de la Oumma, parce que pour moi, la Oumma n'existe pas. Vous savez, vous pensez? Oui, pour moi, c'est quoi la Oumma? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une organisation qui s'appelle la Oumma? Est-ce que, oui, il y a l'organisation. Il y a l'OCI. Mais vous savez, si les musulmans du monde, ou les musulmans des pays riches, appliquaient une seule disposition que le Coran soumet aux musulmans, il n'y aurait pas de pauvres dans le monde musulman. Où est la Oumma dans ce cas-là? Où est la Oumma? C'est des pays qui sont de connivence avec les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui achètent le pétrole et qui maîtrisent le marché du pétrole, et par conséquent qui sont de connivence avec Israël, parce que l'économie américaine est tenue par des Juifs. C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, on a comme l'impression que dès l'instant, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas d'accord avec la politique israélienne, on nous traite d'antisémites et on risque de le payer très cher pour sa carrière. C'est valable en France, c'est valable en Allemagne, c'est valable dans le monde entier. Et c'est ça la réelle problématique. Mais ce n'est pas une question de Oumma. Moi, je n'y crois pas à la Oumma. On est musulman ou on est chrétien et on a sa foi et on se soumet aux dispositions de sa religion personnellement. C'est un devoir pour tout musulman de venir en aide à un autre musulman. Si vous entrez dans ce débat-là, et si aujourd'hui on se lève et on dit ok, on va aller aider les Palestiniens à Gaza, on va nous dire ah tiens, c'est une organisation terroriste. Il ne faut pas entrer dans ce piège-là. C'est un piège. Non, ce n'est pas un devoir. Dieu a dit aidez votre prochain. Le prochain, il peut être chrétien, il peut être juif, il peut être agnostique, il peut être païen. Aidez-le. C'est un être humain. C'est un être humain. Lakum dinekum waliya dini. Respectez votre religion, à vous votre religion, à eux la leur. Respectez les gens du livre. C'est la sourate numéro 63 du Coran, à ce que je sache. Donc, non mais c'est vrai. Alors, il s'agit d'humanité dans cette histoire-là. Il s'agit d'humanité. Oui.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Oui, le mot de la fin, Karim. En tout état de cause, il faudrait que les gens puissent dire à Israël stop. Parce qu'en fait, mais vraiment, il faut oser le lui dire. Forcément, il faut le dire. Mais au moins, il faudrait le dire. Il faut le dire parce qu'en fait... on a comparé les États-Unis. Écoutez, vous savez, il y a eu le cas, justement, vous donnez l'exemple des États-Unis, John Kerry, le secrétaire d'État américain, il a eu, sur une antenne, à dire quelque chose qui dépassait sans passer. Il a parlé hors micro en disant quelque part que véritablement Israël n'avait pas à réagir de cette façon-là. On l'a vu également sur des plateaux de télévision en Occident, plein de gens qui viennent défendre effectivement des thèses qui jusque-là n'étaient pas, disons, la panacée. Les gens avant, ils mettaient tout sur le compte de terroristes. Maintenant, c'est effectivement la réaction disproportionnée d'Israël qui est dénoncée. Je pense qu'il faudrait continuer à le faire, mais le faire de manière un peu plus active aussi. Quelque part, c'est dommage que la Oumma islamique, bon, quelque part, je ne suis pas d'accord avec, parce que quand même, il y a une Oumma, il y a des musulmans réunis quelque part dans un ensemble, même si cet ensemble-là Mais vous savez, cet Oumma dont vous parlez a voulu attaquer, a presque armé Israël pour attaquer l'Iran. L'Iran ne fait pas partie de la Oumma. Alors, non, mais c'est une question géopolitique et géostratégique qui n'a rien à voir avec une croisade religieuse. Absolument. Il faut arrêter avec ça. C'est vrai qu'il est dommage qu'il y a des mouvements centrifuges à l'intérieur de cette organisation. Voilà, merci à tous les deux, ça a été vraiment un très bon débat, très enrichissant. Alors, nous, Action Ancêtre, recevait aujourd'hui Karim Diakhaté, il est le directeur de publication du magazine Afrique Perspective, et Pierre Ahmed Ba, il est expert en stratégie. Merci Pierre, merci à vous, Pierre Karim. Action Ancêtre, c'est fini, rendez-vous samedi prochain, au revoir.